La peur n'évite pas le danger, le courage non plus, mais la peur rend faible et le courage rend fort. Cette citation est de Micha de Fonseca, de son vrai nom Monique de Well, écrivaine belge qui a écrit un best-seller, Survivre avec les loups en 1997, roman qu'elle disait autobiographique mais qui s'est révélé faux. Pourtant, qui n'a jamais prononcé une partie de cette citation à un moment donné de sa vie? C'est vrai que la vie est vraiment dangereuse, et cela depuis la nuit des temps. Pendant la préhistoire, il fallait survivre aux conditions climatiques, aux tremblements de terre, aux prédateurs, aux maladies. Mais est-ce que la vie a vraiment changé depuis 3 millions d'années? Je ne pense pas. Nous sommes toujours en danger, que ce soit chez nous, comme au dehors. Nous semblons découvrir ce qu'est une pandémie. Pourtant, ce n'est pas un mal de notre temps puisque même la Bible relate comment les Philistins ont été décimés en 1141 avant notre ère, probablement de la dysenterie. Variole, rougeole, tuberculose, coqueluche, peste, typhus, dysenterie, typhoïde, choléra sont des noms d'un autre temps, quasiment vaincus grâce aux antibiotiques et à la vaccination. La grippe fait de nombreux morts et pourtant nous continuons à vivre en faisant attention de ne pas transmettre à son entourage. Pour continuer, tout le monde a entendu parler d'Ebola. Mais tant que ça ne nous touchait pas directement, nous avons choisi d'ignorer le problème, de peur que cela nous atteigne. En 1985, la planète découvrait un nouveau virus, le sida. Rappelons au monde que les virus feront toujours partie de notre vie. L'homme a réussi à prendre le dessus sur tous les prédateurs de la planète, alors qu'il en reste des milliards, invisibles à l'œil nu, qui attendent le moment propice pour attaquer notre organisme. Pour preuve, les coronavirus avec le SRAS-CoV en 2002, le MERS-CoV en 2013 et aujourd'hui le SARS-CoV-2 qui effraie toute la planète. En moins d'un an, pays après pays, la sentence tombe, avec un confinement, un nouveau mot pour remplacer la quarantaine. La quarantaine est apparue au XIVe siècle avec l'interdiction aux lépreux de s'approcher des villes, puis à la même période, dans l'actuelle Croatie et l'Italie, pour endiguer l'épidémie de peste. Depuis, de nombreuses quarantaines ont ponctué l'histoire du monde. En France, la première a eu lieu en 1720, pour empêcher la peste bubonique apparue à Marseille de se répandre dans tout le pays. Cet isolement a duré 2 ans, provoquant 120 000 morts. Mais d'où vient ce chiffre de 40 jours d'isolement? C'est Hippocrate, oui, celui du serment, qui avait remarqué que les maladies aiguës duraient en moyenne 40 jours. Revenons à notre époque, avec la question qui divise les politiques, les scientifiques et le reste de la population. Le confinement est-il la seule et l'ultime solution pour endiguer cette deuxième vague, voire pour éradiquer ce virus? Rien n'est moins sûr à l'heure où n'importe qui peut traverser la planète en quelques heures. Avec l'apparition du Covid-19 qui semble muter très vite et qui attaque par vagues successives, cela semble impossible. De plus, nous devons continuer à vivre, donc acheter des denrées nécessaires à notre survie. Ce qui veut dire des interactions avec d'autres humains. Il y a aussi le côté psychologique, puisque nous ne pouvons vivre sans relations sociales. Alors si le gouvernement nous interdit de côtoyer nos amis et notre famille, il y aura toujours des hommes et des femmes qui violeront ce confinement, malgré les risques de sanctions. Enfin, le gouvernement a mis en avant le capital, car un pays ne peut fonctionner sans argent. Pour toutes ces raisons, le confinement est une mauvaise idée, puisqu'il n'arrêtera jamais le virus. Plutôt que de commettre la même erreur, pourquoi les gouvernements et les scientifiques ne travaillent-ils pas, main dans la main, pour savoir comment nous pourrions renforcer nos défenses immunitaires? Ce qui semble être une solution à long terme, puisque le corps humain est une magnifique machine quand on apprend à s'en servir. Pourquoi s'obstiner avec un confinement alors que les scientifiques comme les historiens affirment que l'histoire a prouvé que cela n'était pas efficace? Le nouvel ordre mondial aurait-il des intérêts dans cette stratégie? Pour clôturer ce sujet, il faut retenir que la vie est dangereuse, mais c'est ce qui la rend si passionnante, puisque nous pouvons vivre chaque instant avec intensité, comme si nous vivions nos derniers moments sur cette terre. Alors rions, mangeons, buvons, dansons, amusons-nous, car personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Nous sommes maîtres de notre destin, ce qui veut dire que personne n'a le droit de nous interdire de vivre comme nous l'entendons. Bis repetita, le monarque a enfin dévoilé son jeu. Reconfinement généralisé ou presque. Mais je préfère le terme de privation de liberté individuelle, puisque vous avez le droit d'aller travailler, de prendre les transports en commun bondés, ou de faire vos courses dans des supermarchés où tout le monde touche la marchandise main nue, alors qu'ils ont touché leur bouche ou leur nez avant d'entrer sans les avoir désinfectés au préalable. Les écoles et les crèches resteront ouvertes pour permettre aux parents d'aller travailler, de faire fonctionner le pays,
Mais pas de crainte, le Covid n'attaque pas votre lieu de travail, n'attaque pas dans les crèches et les écoles, seulement chez vous ou dans les endroits où vous pouvez déconnecter du quotidien. Plus aucun loisir n'est disponible, grâce, ou plutôt à cause de la pourvoyeuse de la culture, Bachelot, qui tue sans état d'âme ce qui a fait la richesse de notre pays, la culture. Le peuple doit devenir inculte, retourner à l'obscurantisme primaire pour mieux se faire diriger, pour ne pas dire asservir par le pouvoir. Même une simple balade dans la campagne est devenue un parcours du combattant, puisqu'impossible de nous éloigner de plus d'1 kilomètre de notre domicile, comme lors du premier confinement, alors que cette distance est peut-être le départ de votre promenade au grand air, là où il est impossible d'attraper le moindre virus. Et par-dessus tout cette restriction, ne surtout pas oublier votre autorisation de sortie, comme quand vous étiez adolescent et que votre mère vous imposait une heure limite pour entrer à la maison. Le gouvernement n'a pas compris que plus on interdit les choses, plus les gens contourneront une loi inique. Il faut arrêter d'infantiliser le peuple français qui est capable de comprendre qu'un virus dangereux circule et qu'il doit prendre des précautions pour ne pas l'attraper ou le transmettre. Et les commerçants, parlons-en, eux qui ont été fortement impactés par les presque 3 mois du premier confinement, eux qui vont pour beaucoup d'entre eux tirer un trait sur des années d'investissement personnel et financier pour développer leur activité. Que va faire le gouvernement pour les aider? Que va-t-on leur proposer? De suspendre toutes leurs taxes durant leur fermeture? De suspendre leurs crédits et leurs loyers? Non, pas de ça chez nous, alors que dans certains pays européens, l'État aide ces entreprises. À côté de ça, il y a les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les nouveaux maîtres du monde qui sont totalement immunisés face au Covid-19. Là où l'année 2020 est financièrement catastrophique pour les petites entreprises, artisans ou commerçants, pour les GAFAM, les milliards de dollars ont afflué sur leurs comptes en banque. Une concurrence déloyale. Pour preuve, cette note émise en 2018 par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. La taxe de ces GAFAM serait 9 fois inférieure à ce qu'ils auraient dû payer. La Commission européenne estime de son côté que ces entreprises du numérique auraient payé 9% d'impôts en France, contre 23% pour les autres sociétés. Des chiffres contredits par l'Institut Molinari, think tank libéral anti-taxe GAFAM, qui affirme le contraire et qu'il avait en réalité payé autant que les autres, soit 24%. La réalité serait certainement plus proche de l'étude de la Commission européenne. La guerre des chiffres ne nous empêchera pas de constater cette immense injustice qui tue nos commerces de proximité. Une injustice acceptée par les gouvernements qui ne font rien pour mettre ces géants au même niveau que les sociétés françaises. De petits foyers de résistance émergent, avec ces maires qui refusent de voir mourir le cœur de leur ville que sont les commerçants. Les arrêtés municipaux se multiplient en opposition aux décisions ubuesques du président de la République et de son Premier ministre. Ce dernier est d'ailleurs le monsieur déconfinement, celui qui devait prévoir, éviter cette deuxième vague, quoi qu'il en coûte, pour reprendre l'expression de Macron lors de son premier discours annonçant le confinement. Il faut soutenir ces maires et même les inciter à faire sécession, soutenir les commerçants, les artisans et les petites entreprises, car pourquoi y aurait-il plus de risques chez eux plutôt que dans des hypermarchés bondés? Ne serait-il pas temps de reprendre notre destin en main et arrêter de plier sous le joug de politiques corrompues? Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes responsables et capables de savoir ce qui est bon pour nous et pour les autres. Qu'est-ce que l'état d'urgence? C'est une décision, comme son nom l'indique, qui dans un état de droit a forme d'exception, permettant au ministère de l'Intérieur ou au préfet de prendre des mesures de restriction de liberté. Cela permet d'assigner à résidence, d'interdire les manifestations, la fermeture de certains lieux ou encore la perquisition administrative. L'état d'urgence a été créé en 1955 suite à une série d'attentats perpétrés par le Front de libération nationale algérien. Cela évite la proclamation de l'état de siège qui implique l'intervention de l'armée. Le 1er novembre 2017, l'état d'urgence promulgué au lendemain des attaques du novembre 2015 prenait fin, tandis que les principales mesures étaient inscrites dans le droit commun par la nouvelle loi antiterroriste signée par Emmanuel Macron. Par cet acte, la France adoptait la législation la plus sécuritaire de la Ve République et l'une des plus liberticides d'Europe. La France a ainsi choisi de sortir de l'état de droit. L'exception est désormais devenue permanente. Depuis, le Covid est devenu un nouvel ennemi. Comment le combattre? Pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt facile, il suffit de donner tout pouvoir à nos médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate et qui par celui-ci ont le pouvoir de nous prescrire le traitement qu'ils jugent approprié pour nous soigner, en faisant confiance au gouvernement qui est en place pour qu'il gère au mieux la crise sanitaire en faisant le nécessaire pour augmenter les capacités hospitalières, en lits et en personnel. Ça, c'est le monde comme il devrait fonctionner, pas celui des bisounours. Pourtant, à la place, nous constatons tout le contraire. Un président
conseillé par des médecins qui ont des intérêts dans des laboratoires pharmaceutiques. À qui préférez-vous vous fier? À votre médecin ou au gouvernement? Des lois et des décrets sont votés sans consulter le peuple alors qu'il est le premier concerné. Non, tout est imposé comme pourrait le faire une dictature. C'est le cas avec l'état d'urgence sanitaire qui est prolongé à volonté jusqu'à l'imposer définitivement comme le précédent état d'urgence. Aujourd'hui se rajoute à ce millefeuille législatif le plan Vigipirate, à la suite des attentats de Samuel Paty et jeudi dans une église avec 3 nouveaux morts. Des attentats prévisibles qui auraient pu être évités puisque pour le premier, des appels au meurtre avaient été lancés et pour le second puisque le ministre Darmanin avait promis de faire protéger et surveiller les lieux de culte. Bravo l'efficacité déployée par ce ministère devenu obsolète puisque dirigé par des personnes incompétentes à ce poste. Nous ne sommes plus en sûreté en France, autant au niveau sanitaire que sécuritaire, par laxisme des gouvernements qui se sont succédés et ont détruit le système de santé et la sécurité nationale au lieu d'y mettre les moyens et les moderniser. Les enfants sont fans de masques, mais celui des super-héros comme Batman, Spider-Man, Iron Man et bien d'autres. Mais certainement pas de masques à porter sur la bouche et le nez durant 7 heures dans leur école. Pourquoi leur imposer cette torture alors que jusqu'à maintenant les enfants de moins de 10 ans ont été le moins susceptibles de transmettre et de porter le virus? S'il y a eu au printemps une augmentation des cas de maladies inflammatoires proches du syndrome de Kawasaki, le lien n'a pour le moment pas été formellement établi avec le coronavirus. Alors pourquoi ? Le professeur Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, expliquait jeudi 29 octobre sur France Inter avoir consulté son petit-fils, et celui-ci lui aurait répondu qu'il pouvait tout à fait porter ce masque à l'école toute la journée. L'échantillon est un peu mince, mais le masque est effectivement porté dès 6 ans dans d'autres pays. Comme les adultes, les enfants vont devoir subir, à cause de l'incompétence manifeste et des conflits entre spécialistes en épidémiologie. Que vont décider les parents à la rentrée des vacances de la Toussaint? Au vu des réactions sur les réseaux sociaux, la rentrée risque d'être agitée. Affaire à suivre. Si vous voulez suivre Hebdo chaque semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur abonnement et en cliquant sur la cloche pour être informé de la mise en ligne d'une nouvelle édition. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook du même nom. Voilà, la 6e édition d'Hebdo s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.